Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. Oui, bon matin, José. Doc, saviez-vous ça qu'aujourd'hui, c'était la journée mondiale de la santé mentale? Non, je l'ignorais. Ben oui, puis c'est drôle parce qu'en faisant des recherches ce matin concernant notre sujet, je suis tombée là-dessus, puis je trouve que ça s'inscrit très bien avec notre sujet d'aujourd'hui. Je vous explique, puis en plus, je pense qu'on tombe dans vos cordes, dans votre ring. On va parler d'Éric Martel-Baoeli, que vous connaissez sûrement très bien. Non, de pas tant, réputation. Non, pas OK, tant que ça. parce que c'est un boxeur. Oui, j'ai vu un combat de lui. J'étais présent à un de ses combats. Bon, mais quand même. Et c'est parce qu'il y a un texte... Contre Adam Braidwood. Bon, ben c'est ça. Vous allez pouvoir nous en parler. Il y a un texte qui est sorti ce matin sur radiocanada.ca. C'est le dernier round d'Éric Martel-Baoeli. Et on apprend plein de choses dedans. Tout d'abord, on fait un petit peu le récapitulatif, là. Des derniers mois, années. Vous, ce que vous avez vu, c'est le combat de février 2017. Il affrontait le boxeur Adam Braidwood, c'est bien ça? Braidwood, oui. Et là, lui, il était vraiment sûr de gagner. Il avait l'occasion de devenir champion mondial WBU et de pouvoir gagner. Sauf que, finalement, à sa grande surprise, moi, j'étais pas là, mais il s'est fait ramasser, là. Oui, exact. Ça a été une chute assez spectaculaire. Mm-hmm. Donc, pour lui, c'est ce qu'on apprend dans l'article, là, l'argent, la gloire, le rêve, tout a basculé. Il a été humilié, semblerait-il, c'est ce qu'on dit aussi dans l'article. Alors, il est allé prendre un verre et par la suite, la descente a continué. Il a appris en mai de la même année qu'un de ses amis les plus proches, David Whittam, un autre boxeur, est plongé dans un profond coma lors d'un combat de boxe. Mm-hmm. Et ça a été très gros pour lui aussi. Il s'est mis à abuser de l'alcool. Il a dépensé tout l'argent qu'il avait gagné. Ben, on dit chacun des 13 000 $ que lui a rapporté le combat contre Braidwood. Il ne s'est plus présenté à son emploi au Centre jeunesse de Québec où il est intervenant depuis 9 ans. Il apprend par la suite que son ami David, finalement, il a perdu lui aussi un autre combat. Il ne se réveillera pas de son coma. Donc, il est décédé. Décédé. Éric, donc, s'isole chez lui. Pour l'extérieur, il continue de prétendre que tout va bien. On dit qu'il utilise les médias sociaux comme subterfuge, la quête du j'aime, là. Pour lui, c'est important. Il se prenait en photo, il montrait à tout le monde que tout allait, sauf qu'il se mentait à lui-même. Ensuite, il dit qu'il a songé au suicide également. Et il a refait un autre combat de boxe. Puis, semblerait-il que c'était comme pour guérir, là. Et il a accepté, et là, semblerait-il, que ça a vraiment très bien été. Il a fait qu'une bouchée de son adversaire. Puis, ça ne l'a pas aidé plus. Il a quand même continué sa chute. Et c'est plus tard qu'il a entamé comme une deuxième vie. Il est maintenant actionnaire d'un club de boxe à Loretteville. Il entraîne des gens, autant les apprentis que des boxeurs de compétition. Mm-hmm. Et il dit qu'il ne veut plus nécessairement retourner dans le ring, mais quand on lui pose la question, si on t'offrait 50 000, le ferais-tu? Ben là, il est assez honnête pour dire qu'il y penserait. Oui, il y a quel âge? Il est rendu à quel âge? 35 ans, je pense, que j'ai vu rapidement. Aujourd'hui, à 36 ans, ça c'est quand il a refait son... C'est ça. Fait que aux alentours, là, 36 ans, je pense. Ouais. Alors donc, et là, le texte d'Éric se termine en disant que là, son plus grand combat, finalement, c'est de réussir à mettre KO ses démons. Et ça nous a inspiré la question d'aujourd'hui. Est-ce qu'il les énumère, ces démons, dans l'article? Bien là, il parle qu'il a commencé à prendre de l'alcool, qu'il a eu des pensées suicidaires, puis ça reste pas mal là. Oui, ça, ce sont plutôt des conséquences. Oui. À moins que la boisson ait été la cause de sa chute, qu'il en ait pris beaucoup. Ou c'est la boisson. Moi, c'est de la façon, c'est vous le spécialiste, là, mais je pense que habituellement, drogue, alcool, bouffe, etc., c'est pour essayer de noyer un démon, là. Oui, ça peut être une conséquence d'un démon et non pas un démon en tant que tel. Mais ça peut être un démon aussi. Oui. Alors, la dépendance à l'alcool peut être un démon.
Oui, mais lui, il s'est Il mis n'est à pas tout le boire temps. après. Oui. C'est ce qu'on a cru comprendre, là. Alors, est-ce qu'il a fait allusion à ces démons? Non. Bon. Non. Alors, vous pouvez nous téléphoner, Éric. C'est quand même intéressant de voir. Mais je pense que ça se peut-tu, là, qu'il y a des gens qui pensent que, justement, l'alcool, drogue, etc., c'est des démons. Ça peut. Oui, ça peut. La dépendance à l'alcool, puis pour certains, dès qu'ils touchent un verre, doivent vider une bouteille de phare. C'est bien évident que c'est un démon. Mais j'imagine Mais qu'on il y a peut tout des le temps personnes- revenir Il y a des personnes pendant 30 ans qui vont prendre une bouteille de vin par soir pendant 20 ans. Est-ce que c'est un démon? Non. Le lendemain, ils sont fonctionnels. Il y Oui. a beaucoup d'alcooliques fonctionnels Oui. qui vont prendre la boisson le soir pour calmer un démon. Même chose avec le cannabis. Même chose avec les amphétamines. Elles peuvent être un démon. Toutes les drogues peuvent être un démon ou peuvent être une conséquence Oui. à des démons. Comme ceux qui prennent des antidépresseurs, etc., c'est des démons encore, là, qui essaient C'est-à-dire, c'est de contrôler. Ou, Ça peut être, dans certains cas, relativement rare, pour pallier à un déficit biologique dans le cerveau. Mais la plupart du temps, c'est utilisé pour geler des démons. C'est ça. Tu sais, je lisais ce qui s'est écrit sur le sujet des démons intérieurs. Là. Oui. Tu sais, puis dans certains sites, on tentait d'en énumérer. On parle que la peur, le doute, des traumatismes, l'anxiété. On parle d'obésité, le stress, les gens qui se dévalorisent. José, tout ce que la peur, le doute, l'anxiété, l'obésité peuvent être la conséquence de démons OK. et non pas le démon. Fait que faites-nous votre liste. L'anxiété n'est Ça pas serait un quoi, démon. vous? L'anxiété est la conséquence de démons bien enfouis. OK. Fait que ça serait quoi pour nous donner une idée, pour aider Ah. les gens, là? On ne sera pas suggestif. On va le demander. On va trouver une façon de le demander à nos auditeurs. Quels sont vos démons? Et ne pas confondre les conséquences, ce qui est créé par les démons, versus le démon lui-même. C'est intéressant. Comme questionnement. Mais je comprends, mais c'est juste que pour demander aux gens qui appellent, il faut qu'ils comprennent la question. Oui. Qu'est-ce qui se cache derrière vos peurs? Qu'est-ce qui se cache derrière vos doutes? Qu'est-ce qui se cache derrière votre anxiété? Qu'est-ce qui se cache derrière votre obésité, dans certains cas? Qu'est-ce qui se cache derrière votre prise de drogue? Pourquoi qu'à chaque soir, ça vous prend un joint? Pourquoi qu'à chaque soir, ça vous prend 4 bières? Faut-il avoir fait une thérapie pour avoir toutes ces réponses-là? La question est très sincère, là. Non, pas nécessairement. Ben, j'ai l'impression que ceux qui ont fait les thérapies vont être en mesure de nous appeler. Bon, j'ai réalisé que c'était à cause de ça. Quand tu es dedans, là, ça doit être difficile d'avoir un regard limpide. Si la thérapie est d'origine introspective, dans le cognitivo-comportemental, tu n'es pas beaucoup plus éclairé sur les démons. Tu apprends à vivre avec, à ne pas trop... à limiter l'interférence dans le quotidien, surtout, pas exclusivement, mais surtout, alors que dans les approches introspectives, là, tu vas voir derrière qu'est-ce qui se cache derrière les réactions de peur, de doute, d'anxiété, d'obésité, etc. Ben, ça doit pas être facile. Puis, je lisais concernant la journée mondiale. Je te donne un exemple. Une cliente, hier, m'arrive, elle a 50 livres de perdu. Bon. Et elle vient de réaliser quelque chose. Elle dit, pour la première fois de ma vie, une dame qui a quand même une 50aine d'années, elle dit, je suis capable de laisser de la nourriture dans mon assiette. De ne pas me forcer à finir mon assiette. 5. Il y a un démon en dessous de ça. Comprends-tu? Oui. C'est un exemple que je donne. Ça peut être quoi? C'est de l'insécurité? C'est la peur d'en manquer? D'avoir été forcé à tout finir son assiette quand tu étais jeune? Tout ça et plus. Tout ça et plus. Puis, ça, je vais vous entendre là-dessus aussi, juste avant d'aller à la pause. Oui. Parce que sur le communiqué qui est envoyé de la part de l'Organisation mondiale de la santé sur la Journée mondiale de la santé mentale, oui, on dit que la moitié de tous les troubles mentaux commencent avant l'âge de 14 ans. Mais que dans la plupart des cas, ils passent inaperçus et ne sont pas traités.
Non. Et pour ce qui est de la charge de morbidité chez les adolescents, la dépression occupe la 3e place. Le suicide, 2e cause de décès chez les 15-29 ans. Et l'usage nocif de l'alcool et de substances illicites chez les adolescents, grave problème dans de nombreux pays. Là. Puis évidemment, on le sait, ça peut amener des comportements à risque. Maintenant, dû à quoi? Non, la moitié des troubles mentaux commencent avant l'âge de 14 ans. Là. Qui trop embrasse mal étreint. Un instant, là. Schizophrénie, c'est une maladie du jeune adulte. Ça touche une personne sur 100. Alors, c'est une maladie Mais moi, je pense qu'ils mettent dévastatrice dans le dépression là-dedans. Là, là c'est n'importe quoi. anxiété, dépression, Pas nécessairement. etc. Ça peut commencer jeune adulte. Alors, la moitié des troubles mentaux commencent avant l'âge de 14 ans. Aïe, aïe. C'est big, là. C'est gros comme affirmation. Puis je suis pas sûr que c'est si vrai que ça, là. À moins qu'ils mettent tout là-dedans. Là. Et c'est une espèce de fourre-tout, là. Ouais. Ben oui, les troubles d'apprentissage commencent avant l'âge de 14 ans, c'est évident. Tout ça, puis c'est énormément de monde. Non, ça manque un peu de... L'Organisation mondiale de la santé a voulu être trop spectaculaire. Oui, c'est ça. Oui, à un moment donné, c'est un peu n'importe quoi, là. Voyons, il y a quelqu'un qui Parce nous qu'on a parle de écrit... troubles mentaux, on parle de troubles mentaux, là. Et boy. Non. Ouais. Elle dit, je cherche depuis longtemps justement la raison de mes démons et comment les régler. Je souffre d'anxiété généralisée, de TDA, faible estime de soi et je crois toujours que les gens me dénigrent. Pourquoi je suis ainsi? Après 2 différents psys, aucune piste pour m'aider. Je suis une femme de 36 ans et j'ai toujours été ainsi. Bon, vois-tu? Cette femme-là identifie comme démon les conséquences des démons. Ces démons, pour elle, c'est son anxiété, se sentir dénigré. C'est pas un démon, madame. C'est la conséquence d'un démon qui se loge profondément en vous. Bon, fait que vous, là, pendant la pause, faut que vous nous téléphoniez. Parce que moi, j'ai l'impression, puis vous êtes psychiatre, vous êtes habitué, vous êtes là-dedans, vous avez le langage. Nous autres, on l'a pas, là. Tu sais, moi, je la lis, là, OK, anxiété, estime de soi, pourquoi qu'elle est comme ça? Ça va être ça, sa réponse. Et elle identifie, parce que le danger d'identifier la conséquence comme étant un démon, c'est de laisser le libre champ aux démons qui sont derrière. Tu me suis? Pour ça que c'est dangereux, ce jeu-là. Alors, on va à la pause, Doc. Alors, auditrice de 36 ans, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Je pense que Doc Mayou va pouvoir vous aider à cheminer là-dedans. Après 2 psys, vous n'avez rien à perdre, là. Ça va être gratis, en plus. Et pour tous les autres aussi. Et moi, je trouve le lien intéressant que c'est la Journée mondiale de la santé mentale. Aujourd'hui, là, profitez des services gratuits du Doc Mayou. Profitez-en parce qu'il coûte cher d'habitude. Fait que donc, c'est le temps. On rit, mais vous allez faire du bien si les gens veulent se prêter à l'exercice. Ben, ne serait-ce que de ne pas confondre les conséquences avec la cause. Les démons sont la cause de toutes sortes de réactions, de malaise, de mal-être. Ouais. Et la première personne que tu cites, 36 ans, une femme, réfère à ces démons comme étant de l'anxiété et un sentiment de se sentir facilement dénigré. Mais non, c'est pas ça qu'est le démon. Là. Le démon, il est derrière ça. Bon, Doc, C'est à cause de lui j'ai que vous avez vraiment ça. une très bonne nouvelle. On va aller à la pause. Oui. Et au retour, on a Éric Martel-Baoli qui vient de réserver son circuit téléphonique. Avec plaisir. Fait qu'on va à la pause pour on lui parle au retour. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou Et José. et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, on s'inspire d'un texte de Radio-Canada qui parle du dernier round d'Éric Martel-Baoli. Et on apprend dans le texte, en fait, par où est passé Éric, la descente, la chute qu'il a fait après avoir, entre autres, perdu un combat qu'il était certain de gagner quand il a affronté le boxeur Adam Braidwood. Vous étiez sur place d'ailleurs, Doc Mayou, vous en avez parlé tantôt. Puis, bref, il y a eu d'autres événements qui ont été tragiques pour lui.
puis la perte de son ami également qui est décédé d'un long combat, un autre boxeur également, c'est David Whittam. Et il y a eu consommation d'alcool, il y a eu pensée suicidaire également, il s'est autodétruit. Et à la fin du texte, on dit la plus grande victoire, il entend la célébrer prochainement. Il aura alors mis KO ses démons et remporté le plus important combat de sa carrière. Éric est au bout du fil avec nous. Bonjour, Éric. Oui, bonjour. Oui, bon matin, Éric. Éric, Merci, bon matin. Est-ce que on va se tutoyer, c'est correct? Oui, pas aucun problème. Bon, c'est quelqu'un qui t'a dit d'appeler ou t'as entendu le début de l'émission? Ah, moi, c'est quelqu'un, mais vous savez, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'écrit via Facebook, le doc parle de tout, tu devrais appeler, puis je pense qu'il veut te parler. Fait que, moi, je connais le doc aussi via justement la boxe, puis je sais que je me suis dit, comme si ça peut faire une petite différence, puis je sais que j'ai lu le texte aussi ce matin, puis je trouvais ça bon, ça peut être bon d'en parler justement avec le Doc Mayou. Je vais faire un petit avertissement, OK? Oui. Parce que en début d'émission, en énumérant l'alcool, les pensées suicidaires, puis en mettant ça à côté de démons, Doc Mayou a dit, ça, c'est les conséquences. Mais là, Doc Mayou a dit, est-ce qu'il parle de ces démons dans l'article? Donc, moi, je veux que tu te sentes très à l'aise si tu veux aller là ou pas. On se comprend? Ouais, non, je comprends. C'est sûr que, tu sais, même quand j'ai fait l'article avec Michael Roy, tu sais, j'ai dit, parce que moi, je travaille pour la DPJ, je travaille au Centre jeunesse de Québec. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, moi, en même temps, je suis humain, je suis un être humain, puis tu sais, je veux pas avoir l'air parfait non plus. Puis souvent, des fois, le monde pense après, tout est beau, puis t'arrives. Puis quand je fais des interventions aussi, les jeunes s'imaginent que tout va bien tout le temps pour nous autres. Puis c'est pas le cas. Ça fait que, tu sais, je suis quand même à l'aise de pouvoir en parler. Puis, mais la seule chose que je veux vous dire, tu sais, c'est que, tu sais, ça fait pas 10 ans. Tu sais, ça fait que, tu sais, je suis encore en processus. Oui. Je dirais que j'étais à 80. Ben, tu sais, moi, je dis un pourcentage, peut-être pas le bon pourcentage, mais je me sens à peu près à 80% de qu'est-ce que j'ai déjà été. Oui. Mais tu sais, je vais-tu retrouver un jour le 100%, j'en ai aucune idée, parce que ça laisse quand même des cicatrices, des séquelles qui s'est passé. Puis, je parlais, tu sais, puis une autre tragédie qui s'est passée, c'est la mort de Patrice Lheureux en fin de semaine. Ouais. Puis, tu sais, Patrice, j'étais avec la semaine passée. Tu sais, c'est pas des farces. J'ai passé la soirée samedi dernier à Plessis-Ville avec lui, toute la soirée au complet. Puis à la fin de la soirée, il me disait, on parlait, puis je disais, tabarnouche, Patrice, je suis tellement content d'en parler avec un gars comme toi parce que tu comprends ce que j'ai vécu. Parce que lui, il m'a dit que ça avait pris 9 ans avant qu'il puisse décrocher de la boxe puis revenir, tu sais, à être capable d'aller dans un gala puis faire sa vie normale. Tu sais, ça fait, tu sais, puis là, boum, j'apprends qu'il est décédé. Tu sais, mais là, ça, c'est la vie, sauf qu'en même temps, tu sais, c'est comme tabarnouche, c'est quoi qui se passe? Ça? C'est des fois, on dirait que la vie, des fois, c'est spécial en tabarnouche. Éric, en termes de démons, de raisons qui sont derrière le découragement ou la quête de la reconnaissance, est-ce que tu as eu l'occasion d'en identifier certains? Ben, c'est sûr que moi, je pense que c'est mon estime de moi-même. Aussi, on parle de démons, c'est plus, quand vous voulez dire, la manière que moi, je me sens. Oui, l'estime de toi-même. C'est ça, l'estime de moi, je pense. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là, si tu veux y aller? Je pense que déjà jeune, j'ai commencé à boxer pour aller me faire une estime de moi. Puis, tu sais, de commencer justement la boxe, ça m'a donné une forte estime. Puis, tu sais, une reconnaissance aussi auprès des gens. Oui. Puis, c'est arrivé par la suite, puis boum, tu sais, cette reconnaissance-là, on dirait qu'en se faisant un hockey, le but ultime pour moi, c'était juste, de devenir champion, mais en même temps de bien vivre. On dirait que là, boum, tout ça vient de partir en morceaux, même humiliant, tu sais. Oui, maintenant, Éric, on va continuer un peu de gratter de ce côté-là. Comment se fait-il que lorsque tu étais jeune, tu as eu besoin de la boxe pour augmenter ton estime de toi-même? Pourquoi? As-tu idée? Parce qu'en fait, moi, ceux qui connaissent ma vie ici à Québec, c'est que mon père, moi, était absent complètement. Mon père, il a quitté quand j'étais bébé naissant. Là. Ça fait que j'ai été élevé tout seul avec ma mère était monoparentale. Donc, j'ai été élevé seul avec ma mère. Moi, je suis métissé. Ça fait que mon père est africain, ma mère est québécoise. J'ai vécu ici quand même beaucoup de racisme. Je dirais, quand j'étais jeune au hockey, j'ai commencé à jouer au hockey à l'âge de 7 ans. Puis me faire traiter de nègre, ça a été genre, pour moi, c'était comme rendu normal, quasiment durant une game de hockey. Fait que c'est après ça, en vieillissant, mais on dirait que je m'identifiais beaucoup aux Noirs américains.
J'ai vu l'histoire de Mohamed Ali, Mike Tyson, tout ça qui m'ont inspiré beaucoup, beaucoup. Fait que j'ai décidé de me lancer vers la boxe, même en cachette, parce que maman voulait rien savoir que je fasse ce sport-là. Donc, j'ai commencé à boxer à l'âge de... Pourquoi, Parce Éric? qu'elle voyait comme un sport qui était violent. Souvent aussi, les jeunes qui allaient... Pas nécessairement les jeunes, mais tu sais, les histoires qu'on entendait face à des boxeurs, j'ai l'impression que c'était plus Éric, comme étant des voyous. est-ce que je peux suggérer quelque chose? Oui, allez-y. Ta mère voyait la boxe comme un sport violent ou comme un sport masculin? Ouais, mais je pense que c'est peut-être un mélange, mais je pense que c'est plus un sport violent parce que ma mère m'a toujours laissé faire, m'a toujours encouragé dans tous les sports que j'ai pu faire. Même j'ai joué au soccer, j'ai joué au baseball, au hockey, elle était là à tous les matchs, elle était là à même les pratiques, le 6 heures le matin, le dimanche, elle était là. Fait qu'elle a toujours été extrêmement présente dans ma vie. Mais la boxe, c'est sûr qu'elle était pas favorite. Mais aujourd'hui, ça reste, c'est ma fan numéro 1. Elle a tout suivi ma carrière. C'est la première, elle était là à les entraînements publics, elle était tout le temps là, puis elle m'a toujours suivi puis supporté énormément. Éric, est-ce Oui. que le fait... Je vais continuer, si tu le permets. Oui. Puis tu peux Ouais, t'arrêter allez-y. quand tu veux, là. Ah oui. OK, pas de problème. Est-ce que le fait d'être soutenu dans un sport comme la boxe par sa mère est Ouais. équivalent à estime de soi près de 0 ou même, dans certains cas, nuisible? Ouais. C'est sûr que c'est pas... Tu sais, je regarde si, mettons, t'as un père ou quelqu'un qui t'encourage, ça peut être différent que si c'est que c'est ta mère, parce que, tu sais, c'est le modèle masculin, justement, c'est la force, puis même, tu sais, l'impact. Mettons, ton père, s'il se fâche pour dire à l'entraîneur, ben là, tu vas t'occuper mieux de mon fils, ça a plus d'impact que ma mère si elle se présente. Puis si ma mère, elle aurait jamais osé aller voir mon coach pour dire, regarde, là, tu t'occupes pas de mon gars comme faut, ou ça prenait pas de décision face à mes choix. Tu sais, c'est ça la différence aussi. Oui. Gentil, Éric. On n'ira pas plus loin pour ce matin, mais c'était Ok. pour bien illustrer, Éric, qu'il y a une différence entre les conséquences des démons et les démons eux-mêmes. Les démons étant des lacunes ou... Et c'est pas facile. Merci de t'être prêté à l'exercice, José. Ah oui, mais moi, pour continuer, tu sais, est-ce que ça se peut, à partir du moment où tu mets le doigt là, sur tes démons, que tu le comprends. Admettons là, qu'Éric continue sa réflexion après l'appel, puis tout ça, puis qu'il allume sur des petites affaires. C'est-tu possible de vaincre des démons ou on apprend plutôt à vivre avec des démons? Là, je m'adresse à Doc Mayou. Qu'est-ce que t'en penses, Éric? Moi, je pense qu'on peut apprendre à vivre avec, mais c'est sûr que, tu sais, c'est niaiseux, mais juste de vous en parler là, c'est genre lire des affaires. Parce que moi, après, j'ai voulu partir en Afrique. C'est comme si, genre, là-bas, ça allait comme avec mon père, genre, tout allait mieux aller. Mais tu sais, en fait, il faut que j'apprenne à vivre avec mes démons ici pour pouvoir justement... Est-ce que le fait que ta mère soit ta fan numéro 1, ta plus grande admiratrice, ne pourrait peut-être-il pas être un démon? Ça se peut aussi. Ça se peut très, très bien. En tout cas, Merci de t'être prêté à l'exercice. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Un grand boxeur qui rencontre un grand psychiatre. Mais Éric, merci beaucoup pour l'appel. Merci beaucoup gentil, d'avoir collaboré avec Radio-Canada pour l'article. Je sais qu'il y a entrevue ce soir qui va passer également à la télé de Radio-Canada Reportage. Je pense que, en tout cas, tu vas réussir à aider des gens de par ta démarche. J'espère. C'est vraiment ça. Puis, tant mieux. Je veux dire, comme moi, au-delà de la boxe, au-delà du sport, c'est vraiment aussi le côté humain, je pense, qui est super important. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Merci. Passez une belle journée. Au revoir. Bye-bye. Donc, Éric Martel-Baoéli. Moi, je pense que je vais le commenter. Il a appelé. Là. Il est vraiment prêt à cheminer. À partir du moment que tu appelles en ondes, tu es prêt à répondre aux questions de Doc Mayou, d'avoir la réflexion en ondes aussi. Je pense qu'il est vraiment sur le bon chemin, là, personnellement. Oui. Une ouverture. Oui. Une ouverture à regarder son passé et son présent tel comme il est et a été. Oui. Et ne pas craindre de remettre en question des éléments qu'on a pris pour acquis ou pour avérés, c'est-à-dire pour vrai.
ou comme étant nécessairement sain. Non. Parfois, on peut se tromper dans notre... Tu sais, je peux te revenir là-dessus parce qu'on va sûrement aller dans plein d'autres démons, plein d'autres sujets après la pause, là. Mais ce que vous avez dit, ça a sûrement shaké pas mal de mères. La mère monoparentale qui accompagne son gars dans tout, là. Tu sais, le sport, le suit, l'encourage. Elle pense, puis le monde pense qu'elle fait une bonne job, là. Elle est présente, elle est là elle fait le rôle du père, tu sais. Sauf que ça peut être très dangereux pour l'évolution. Ça peut avoir zéro impact sur l'estime de lui-même du garçon et ça peut même aller jusqu'à être nuisible. Fait comment la mère a fait pour savoir si c'est bien ou pas? C'est pas facile, là, avec le recul, OK? Mais quand t'es dedans, il y en a des mères monoparentales, là, que j'en connais, là, qui se démènent pour leurs enfants, là. Un peu d'humilité, c'est pas mauvais. Tu sais, l'omnipuissance féminine, là, je pense qu'on aurait avantage à réexaminer ça collectivement. Y a-tu moyen de répondre sans rabaisser la femme? Là, on rend service, là. La femme qui, elle, pense bien faire puis qui suit son garçon dans le sport. Il y a beaucoup trop de femmes au Québec qui croient qu'elles l'ont l'affaire. OK. Une assurance exagérée. OK. Pour laquelle je suggère un peu d'humilité. OK. Maintenant, on va s'attarder à celles qui pensent juste bien faire, OK? Puis qui veulent le bien de leur enfant. Ça existe aussi. Non. Est-ce qu'elles sont mieux de laisser un peu de distance, amener un homme avec elles d'impratique, etc.? C'est tout ça l'idéal? Bon. Pour les monoparentales, je recommande régulièrement d'essayer de repérer dans l'entourage du garçon un ou quelques hommes qui ont de l'allure et qui s'intéressent au garçon. Ça va être nettement préférable à une démonstration de pouvoir féminin. OK, on va aller à la pause. Au retour, vous aussi, vous voulez comprendre? On connaît des conséquences des démons, l'alcool, la drogue, l'obésité, etc. Ça vient d'où, ça? Vous voulez, comme Éric, tenter de le comprendre? Réservez votre circuit téléphonique. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on parle de démons intérieurs. Et merci encore une fois à Éric Martel qui nous a téléphoné tantôt. C'était pas on aurait dit que c'était organisé avec le gars des vues, là, mais pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. On aurait juré une entrevue prévue, préparée, exact, planifiée. Parce qu'on s'est inspiré de notre sujet d'aujourd'hui suite au texte de radiocanada.ca qui nous explique le cheminement d'Éric Martel, sa descente, où il explique les conséquences de ces démons. Et là, grâce à Doc Mayou tantôt, je pense qu'il y a de quoi réfléchir là, pour les prochaines semaines. Alors, on veut savoir de votre côté, à vous, quels sont vos démons? Premièrement, êtes-vous capable de les identifier? Moi, l'émission d'aujourd'hui, elle est importante. On va avoir un vocabulaire, comme vous dites. Là. C'est que là, on est capable beaucoup d'exprimer les conséquences. Mais êtes-vous capable d'identifier votre démon? On va parler avec Maryse de Granby. Bonjour, Maryse. Bonjour à vous deux. Maryse. Bon, moi, mon démon, si je comprends bien là, ce qui se passe dans ma vie, ce serait la haine. J'ai subi beaucoup de violence puis de sévices quand j'étais enfant. Fait que je fais plus confiance à l'humain. Fait qu'aujourd'hui, aussitôt que j'ai le moindrement une petite frustration, je m'amuse, là, mais je réagis en détruisant ce qui est autour de moi. Et vous, Maryse, comme la plupart des individus, des adultes, vous identifiez la conséquence à la cause. La haine est une conséquence de quelque chose de terrible que vous avez vécu. C'est pas le démon. La haine n'est pas le démon. C'est une conséquence. OK. Fait que le démon, ça serait mes parents? Je ne sais pas. Alors là, vous avez parlé de manque de confiance. Vous avez parlé de violence, de sévices. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? C'est ça, moi, j'appelle assez souvent, là. Ma mère, elle a essayé de me tuer quand j'avais 8 ans. Puis, mon père était violent aussi, psychologiquement. C'est elle, je pense, avec une poêle, là, c'est ça? Avec un rondin de bois. OK. Une bûche, là, dans le fond. Ouais. Un rondin, ouais. Puis, c'est ça, mon père, il était 0 maternel. Fait que, ça, là, dans le fond, je me suis toujours arrangée tout seul dans la vie. Puis aujourd'hui, c'est ça, je suis pas capable de développer des relations intimes solides. Tu sais,
vous faites bien de le mentionner, vous illustrez bien, ne pas confondre les conséquences Ouais. des démons. Les conséquences aux causes. Parce que la plupart des personnes font ça. Merci Ouais. d'avoir Merci appelé. beaucoup, Maryse. Pour éclairer sur ce point-là. Ouais. La haine est une conséquence, les frustrations, la haine, le dysfonctionnement dans le présent, c'est pas le démon. Ouais. C'est la conséquence au démon qui a déjà existé. Doc, notre premier message que nous avons lu Oui. de la femme de 36 ans qui dit que anxiété généralisée, TDA, faible estime de soi, croit toujours que les gens la dénigrent. Pourquoi elle est ainsi? Après 2 différents psys, aucune piste pour l'aider. On lui a demandé de réserver son circuit téléphonique pour aller plus loin. Elle se prête à l'exercice. Justine d'Ottawa, bonjour. Bonjour, Bonjour, Justine. vous allez bien? On vous écoute. Oui, donc moi, c'est nouvellement diagnostiqué comme ça. J'ai toujours eu les symptômes ou sentiments d'anxiété, TDA un peu. Et puis, le dernier psy que j'ai vu, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ça semble être une anxiété généralisée, avec un faible estime de soi. Ah oui? Mais Oh! ben c'est ça, oui, je savais, c'était pas quelque chose qui m'apprenait. Le faible estime de vous-même est consécutif à l'anxiété ou cause l'anxiété? Je dirais cause l'anxiété. Allez-y, on vous écoute. Le fait de se sentir à part des autres constamment, dès qu'il y a un regard qui se porte vers vous, on a toujours cette impression que c'est de nous qui parle du côté négatif. Oui. Ça, c'est très lourd à porter aussi. On sent toujours qu'on fait de mauvais choix. Vous pouvez utiliser le « je ». Parlez pas au nom des autres. Vous, votre expérience à vous. Vous dites que vous sentez le regard dénigrant des autres dès qu'ils vous regardent? Oui, j'ai tout le temps l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi ou qu'il y a quelque chose que quelqu'un a entendu ou ce que les gens peuvent penser de moi. Depuis quel âge vous avez ça? Toujours. Depuis toujours. Oui, je dirais, je l'ai plus découvert, disons, quand tu es plus apte à découvrir, au secondaire. Oui. Oui, j'ai eu un secondaire assez difficile. J'ai pas, c'est ça, j'ai manqué beaucoup d'estime. Puis toujours essayé je me mettais tout le temps dans l'embarras pour essayer d'aider quelqu'un. Trop donné pour essayer de se faire aimer, là. Ben, c'est un peu ce genre-là que je suis. Ah oui, vous vous êtes mis dans l'embarras pour aider les autres. Racontez, c'est intéressant ça. Vous n'êtes pas la seule à faire ça chez les adolescentes. Des gens, dans ce temps-là, c'était des jeunes qui disaient qu'ils voulaient s'enlever la vie, qui se mutilaient. Donc, moi, je les aidais, je passais du temps avec eux. À un moment donné, je les ai convaincus d'aller voir un travailleur social. Puis, tu sais, à force d'aider comme ça, quand les gens te racontent les problèmes, quand toi, t'es fatigué, là, c'est qui est là pour toi? Puis, oui, ça, la question est bonne. Qui était là pour vous? Je me sens chialeuse quand je raconte mes choses. Qui était là pour vous? Des amis ici et là. Ah oui? Oh, des amis ici et là. Vous aviez quel âge? Oh, j'ai dû... Entre quel âge et quel âge à peu près? Dans mon adolescence, je dirais dans la vingtaine, j'ai commencé à sentir quelque chose de plus gros, là. Non, vingtaine, là, vous êtes adulte. Oui. Le secondaire est fini depuis une secousse, là. Oui. Justine. 15 ans. Bon, 15 ans. Oui. Oui, puis je comprends que vous voulez éviter de répondre à la question. N'est-ce pas? On est complices. Un petit peu. À 15 ans, qui c'est qui était supposé de s'occuper de vous? Oh, j'aurais dû dire ma mère, là. Oui, ma mère était là. Ah, vous auriez dû dire votre mère. On l'avait tout à fait par hasard, on l'avait oublié. Ma maman était là pour m'aider, c'est ça. Mon papa travaillait souvent, mais ma maman était là. Oh, ma maman était là. J'aime le mot. Ma maman. Et si c'était vrai, vous ne nous auriez pas appelé aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, c'est faux. Votre mère n'était pas là. Pourquoi vous racontez pareil mensonge? J'en ai aucune idée.
Justine? Puis vous abstinez même pas, là. Non. Je cherche une situation, je cherche une réponse et... Mais non. Voyons, quand elle était dans le trouble à 15 ans, elle avait une amie ici et là pour se faire réconforter. Elle avait oublié sa maman. Pourquoi vous aviez oublié de mentionner votre maman? Parce que vous n'aviez pas de maman. Puis pourquoi vous l'appelez maman? Parce que vous en avez pas. Ben, j'ai une mère extraordinaire, pourtant. J'ai peut-être eu peur de la nommer, justement, pour pas me faire ramasser, là. Ah, ben ça, si vous écoutez l'émission régulièrement, ça se peut. En effet, oui. Vous avez une mère extraordinaire. Oui. Et vous vous mettez dans l'embarras pour aider d'autres jeunes qui sont très problématiques. Oui. Vous avez des amis ici et là pour vous réconforter et vous avez une mère extraordinaire. Conciliez-nous tout ça, là. Il y a même des jeunes que je ramenais à la maison, puis tout le monde s'est toujours senti super bien à la maison. Fait que votre mère était accueillante, on peut dire ça. Très, oui, très. On Puis est avec tous, vous, est-ce qu'elle tous l'était? très chaleureux. Oui, on est tous des gens très chaleureux. Je suis une personne assez chaleureuse. Non, mais écoutez, aussi. ça Moi, marche pas, là. Regardez, ça fonctionne pas. Alors là, vous ramenez des jeunes filles suicidaires et qui se mutilent chez vous. Alors qu'elles auraient besoin d'aller dans des soins spécialisés. Vous voyez bien que ça n'a pas de bon sens. Mais adolescente, on pense pas à ça, nous. Non, mais votre mère, cette femme extraordinaire, Oui. écoutez, elle avait quel âge, votre mère? Mais je disais pas à ma mère. Non, je disais pas, là. Elle est extraordinaire, mais on lui cache Adolescente, ben oui. On lui cache la détresse des jeunes qu'on amène à la maison. Oui, Il serait arrivé quoi si vous y aviez dit? Ben, probablement qu'elle m'aurait, oui, suggéré d'aller voir un professionnel à l'école parce que c'était son genre. Elle vous aurait suggéré à vous d'aller voir un professionnel? Avec la jeune fille, oui, avec Ben, les jeunes filles avec qui j'étais. D'aller voir les professionnels, puis de pas... Non, vous n'avez pas compris. Non, vous dites à cette jeune fille-là d'aller voir des professionnels. Il y en a. Il y a des travailleuses sociales, il y a des psychologues. Non, vous dites vous-même. Et votre mère vous dit de leur dire, pas de les accompagner. C'est quoi cette affaire-là? Ah, ben j'ai mal choisi le terme, là. Oui. OK. On va rectifier parce qu'il y a beaucoup de monde à l'écoute. Oui. Non, les jeunes en détresse, on ne commence pas à les accompagner alors qu'on a 15 ans. On risque de sombrer avec la personne en détresse. Êtes-vous venu près de sombrer avec l'une d'elles? Je crois que oui. Vous avez eu une mère extraordinaire, Justine. OK? Alors, le démon, il est peut-être là, en partie. D'accord? OK. Bye. Merci. Merci, bye-bye. Ta fille de 15 ans est en train de sombrer avec des jeunes qui sont suicidaires, puis tu es une mère extraordinaire. Bon, on n'a pas tout à fait la même définition de la mère, de la maman, là. Non. En partant ce mot-là, vous, ça vous allume tout le temps des lumières. Hein? Maman, papa. Quand tu es à l'âge adulte et que tu appelles tes parents comme ça. Là. Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Non. Ben, moi, je vous vois le visage. En autant que c'est vrai. Écoute, ça ne fitait pas dans l'histoire. Ça marche pas. Ça marche pas dans le tableau. Quand elle a besoin, elle est fatiguée, elle est en détresse elle-même, elle a une amie ici et là qu'elle consulte. Elle avait oublié sa maman. Oh, tout qu'elle oublie. Oh, je l'ai oublié, tout à fait par hasard. On va aller à la pause, mais juste avant, savez quoi? Je savais que ça tirait des gens. Tu sais, tantôt, quand Éric parlait là, que sa mère, c'était sa fan numéro 1, là on a un homme qui nous a écrit. Oui, on va garder votre anonymat. Il dit, vous parlez du fait que la mère est la fan numéro 1 de son fils dans le sport peut être nuisible aux garçons. De mon côté, ma fille de 12 ans fait du sport. Je passe du temps avec elle pour qu'elle se pratique afin qu'elle s'améliore. Je vais aussi la voir jouer au basketball tout en restant discret. Ma question est de savoir si c'est aussi nuisible un père envers sa fille que le contraire. Ça va le devenir, soyez sans crainte. Alors, est-ce qu'une fille a besoin d'être accompagnée par son père dans ses activités sportives et personnelles? La réponse, c'est non. Alors, là, dans ce cas-là, elle a 12 ans et ça dépend beaucoup du lien que votre fille a avec sa mère. Si c'est vous le lien primordial, le lien le plus important, et que la mère est secondaire, votre fille est dans le trouble.
Message clair. On va à la pause. Au retour, on a des auditeurs auditrices qui vont nous parler de leur... Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on parle de démons intérieurs. Et c'est vraiment intéressant de faire la différence entre les conséquences de nos démons, ce que nos démons amènent comme conséquences, et d'être capable de mettre le doigt là-dessus. Moi, je vous le dis, puis notre conversation qu'on avait pendant la pause, là, Doc Mayou et moi, pas là demain, là, parce que ça va être un peu redondant, mais dans le futur, moi, c'est sûr, comme sujet d'émission, je veux qu'on fasse quel a été le plus grand mensonge à vous-même que vous vous êtes fait. C'est incroyable. C'est juste avec l'appel là, de notre dernière auditrice, elle voulait pas là aller parler de sa mère. Elle l'a dit. Puis en plus, c'était difficile. C'était une mère extraordinaire. Puis là, on a vu, suite à la conversation, qu'elle a peut-être de quoi réfléchir, elle aussi, là. Mais tout ce mensonge à soi-même là, c'est une couche de protection. C'est pour vouloir... C'est protection inconsciente. Se protéger de quoi? De se protéger d'une souffrance cuisante. La mère demeure l'être humain le plus important pour presque nous tous. La mère demeure pour le petit être humain son ancre. L'ancre. Sinon, il y a dérive. Alors, les pères qui veulent materner les bébés, je vous souhaite bonne chance. Prendre la place de la mère. Oui, tasser la mère pour prendre sa place. La plupart du temps, c'est pas l'idéal. Alors, la mère est vraiment importante dans le développement de tout être humain. Et si elle ne joue pas son rôle raisonnablement, ça amène toutes sortes de réactions, y compris le déni de ce qui est arrivé et une recherche illusoire. Vois-tu, Justine nous disait, ma mère, c'est une femme extraordinaire, maman. Et son propos concernant sa génitrice est incompatible avec l'histoire donnée. Ça marche pas. Alors, c'est clairement une illusion. Elle s'illusionne. Pourquoi? Parce qu'elle a un besoin profond et criant d'un maternage qu'elle n'a pas eu. Ouais. On va continuer. On va parler avec Sylvie. Bonjour. Oui, bonjour. Sylvie. Oui, bonjour à vous deux. Mon cœur débat très, très vite présentement. Je suis très nerveuse, mais je vais faire de mon mieux. Allez, ça. Alors, moi, j'ai été diagnostiquée avec un trouble d'anxiété généralisée en février 2016. Oui. Alors, j'essaie de me démêler, là, parce que entre démons et trouver la source, j'espère que vous allez m'aider. J'espère. En tout cas, je suis ouverte à recevoir votre aide. C'est synonyme, bon. Sylvie. Alors, le démon, c'est la source, c'est la cause. OK. Oui. Alors, moi, je pense que à l'âge de 10 ans, mes parents se sont séparés. Ouais. Et mon père, il nous a abandonnés. Vraiment sans nouvelles, sans rien, là. Vraiment, ma mère, elle a eu la garde de nous 5, parce qu'on était 5 enfants. Ouf. Puis moi, dans la famille, j'étais considérée comme son enfant chouchou. J'étais la 3e. Et puis, j'étais belle comme un cœur, comme vous dites. J'étais, une blonde aux yeux bleus, puis super gentille. Puis, il se gênait pas pour me témoigner beaucoup d'affection. Donc, tu sais, il me berçait beaucoup. Il faisait des siestes l'après-midi sur le fauteuil. Il me couchait sur son ventre. Mais toujours est-il que c'était un père qui était absent. Ma mère, c'est elle qui était toujours présente. Lui, il allait voir à droite puis à gauche. Mais quand il était présent, il me donnait beaucoup d'affection. Ma mère m'a pas donné d'affection. Sylvie, qu'est-ce qu'il allait voir? D'autres femmes. À droite? Oh, il allait voir d'autres femmes. Oui, voilà. Puis j'ai appris que j'avais des frères et sœurs Puis c'est ça, là. Il était prolifique, le bonhomme. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il était fertile. Il travaillait chez Radio-Canada, mais je voudrais pas vous en dire plus. Non, c'est correct, c'est assez. Il était très brillant. OK. C'est un homme qui était très brillant. Oui.
Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Alors, j'ai eu mon affection. Oui, attendez un peu. Et là, au niveau de l'affection, là, vous dormiez sur son ventre, puis et au niveau des marques d'affection, allez-y un peu plus de ce côté-là. Ben, c'est ça. C'est que je pense, je sais pas, mais j'ai l'impression que j'ai peut-être été victime d'abus, mais c'est une impression parce que... Oui. enfant, allez-y, une impression fondée sur quoi? Allez-y, lâchez-vous. Bon, faites bien ça. C'est que... Merci. C'est que un jour, j'ai été très malade. Bon, ben, c'est-à-dire que mon père a eu les oreillons. Oui. On m'aurait dit qu'il aurait eu les oreillons. Mais moi, Oui. je me rappelle que j'ai attrapé les oreillons. Exact. Et ma mère, elle était au travail et lui, il était absent de son travail parce qu'il était dans l'impossibilité vu sa souffrance. Et Oui. moi, vu que je souffrais, peut-être je l'ai attrapé après. Écoutez, je connais rien dans ça, là, mais bref, je me rappelle d'avoir passé, je sais pas si c'était un après-midi, un avant-midi, mais je me rappelle d'avoir passé un moment dans le lit avec lui. Puis là, c'est comme si j'ai un blocage. Ouais. Et le moment, vous aviez quel âge lors du moment dans le lit? C'est sûr que je devais avoir... j'étais à l'école. Fait que ça veut dire que... est-ce que c'était en première? Parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 9 ans. J'étais en Donc, troisième. 9 ans, c'est autour de 5e année. Non, Puis avant c'était- ça. Oui, ben c'est ça. Mais c'était pas c'était pas en maternelle, ça, je me rappelle. Oui. Donc, peut-être entre la première année et la 4e année. Ouais, 3e, 4e, oui. Et les Donc, oreillons, c'était un bon bout de temps avant la séparation ou pas tellement de temps avant? un bon bout de temps avant. Un Ouais. bon bout de temps avant, OK. Oui, 6-7 ans, probablement, oui. oui. Mhm. Est-ce que vous vous Fait que souvenez c'est- comment votre père était habillé dans le lit lorsque vous aviez passé un moment avec lui? Je sais pas. Je sais pas, mais ça peut être déformé parce que ma mère a pu me raconter. Écoutez, Attendez un peu. Oui. Sur les couvertes ou sous les couvertes? Sous les couvertes. Bon, on est sous les couvertures. Donc, Oui. il a fallu qu'il en enlève un peu une petite couche. Sûrement. Puis, moi, je me rappelle pas de ça, mais on m'a dit que c'est un homme qui pouvait se promener nu dans la maison. OK. Puis ma mère, elle m'a dit que il lui aurait dit, tu sais, des affaires de dit, ma mère, elle peut contrôler, elle peut inventer Oui. plein de choses, mais On est elle m'a d'accord. dit, OK, elle me dit que il lui aurait dit que le premier à dévierger ses filles, ce serait lui. C'est cru, hein, comment je vous dis ça, mais c'est ça qu'il lui aurait dit. Sylvie, je l'ai Oui. entendu à Hein? maintes reprises. Ben oui. Puis, tu sais, surtout que ma sœur et moi, on a 11 mois de différence, puis, tu sais, je suis une belle fille, mais ma sœur est magnifique, là. Ouais. Quand vos parents se sont séparés, là, la connaissez-vous, la cause? C'est-tu votre mère qui a menacé de le dénoncer? C'est de l'infidélité. C'est de l'infidélité qu'elle a me dit. Ouais, ben j'ai l'impression que vous aviez 10 ans et votre sœur avait quel âge? On a 11 mois de différence, elle avait 9 ans. Elle avait 9 ans. Puis mon père, c'est un père violent envers mes frères, parce qu'on était 4 garçons, 2 filles, là. Oui. Ça, il était très violent. Est-ce qu'il est possible que votre père, ayant senti qu'il était en perte de contrôle sexuel face à ses 2 filles, ait abandonné le navire pour ne pas commettre l'irréparable? Ça se peut. Mais il a refait Il y a- d'autres enfants. Y aviez-vous déjà pensé? Non. Non, j'avais jamais pensé. Parce que si c'est vrai qu'il a tenu des propos concernant le fait d'être le premier à avoir une relation sexuelle avec ses filles, écoutez, c'est... Ouais. Et il y a des pères qui l'ont fait au Québec. Ouais. On n'a jamais osé tellement en parler ouvertement, mais j'ai entendu ce propos-là. En Et tout il y a cas, des hommes qui s'en vantaient, qui s'en vantent. Sylvie, c'est pas mal une Oui. grosse cause, ça, je trouve. Pour, Oui, ben tu sais, je vous en parle, puis je me dis, est-ce
que Oui. mon impression d'avoir peut-être été abusée, c'est pas un mélange de culpabilité, de mon sentiment peut-être amoureux à l'époque où j'étais, mon père me donnait de l'affection, est-ce qu'il y avait peut-être encore le complexe d'Oedipe, puis ma mère était la rivale, puis tu sais, puis ma mère qui me dit qui aurait dit que c'est lui qui serait le premier là à dévierger ses filles, tu sais, est-ce que c'est en tout cas c'est quand même mais ça l'enlève pas tout mon malaise puis mon anxiété que je vis à tous les jours. Puis un petit peu, vous avez mentionné quelque chose tout à l'heure. Oui. Sylvie, avez-vous fait allusion au fait que votre père vous témoignait de l'affection et votre mère ne vous en témoignait pas? Non, elle m'en témoignait pas. Oh! C'est quoi la conséquence d'une mère qui témoigne pas d'affection à sa belle petite fille? Mm-hmm. Ben, c'est ça, c'est un doute. Puis c'est de vouloir avoir l'amour de sa mère. Moi, j'ai été valorisée beaucoup, beaucoup dans le savoir-faire. Je faisais des choses pour être aimée, pour avoir l'amour. Je faisais le lavage, le ménage, j'épluchais les patates avant qu'elle arrive de travailler parce que, tu sais, avec 5 enfants, elle a eu un 6e avec mon beau-père elle est encore avec lui à l'heure actuelle, là, mais j'étais vraiment beaucoup, beaucoup valorisée dans le savoir-faire pour avoir de l'amour. Vous avez quel âge, vous, Sylvie? J'ai 48 ans. Est-ce que... J'ai une voix jeune. Attendez un peu. 48 ans? Oui. Lorsque votre mère a eu un enfant avec le nouveau conjoint? Oui, j'avais 13 ans. Est-ce que les anticonceptionnels existaient? Ma mère, elle avait eu, je crois, la ligature des trompes. Puis elle s'était fait délégaturer. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, Oui, c'est le bon mot. C'est ça. Puis elle a... je pense que... Hey, mais Sylvie, comment vous trouvez ça, vous? Une femme qui est pas capable d'affectionner ses filles, qui a 5 enfants, puis qui se fait déligaturer pour en avoir un 6e. Je vais vous dire, c'est quoi? C'est de la survie. Moi, je pense que c'est de la survie. Parce que... C'est parce que ma mère, quand elle a laissé mon père, c'était pour de l'infidélité, mais elle avait commencé à en voir un autre. Puis je pense qu'elle a trouvé quelqu'un qui était capable d'accepter d'avoir 5 enfants qui ne lui appartenaient pas, puis qui se sont achetés une maison. Fait que pour le retenir, parce qu'on était 5 enfants, on n'était pas... Mes 4 frères, là, c'était quelque chose là, au niveau comportemental. Là. Alors pour peut-être l'attacher, elle a décidé de se faire désattacher. En tout cas, bref, une blague plate. Là. Mais... Non. Mais en tout cas, vous l'avez réfléchi, votre vie, vous, hein? Vous en avez fait une introspection, là? Ben, je fais de mon mieux, en tout cas. Je fais de mon mieux, en tout cas, puis c'est ça. Alors donc, c'était sa façon à elle, je crois, de... en se faisant faire un enfant par lui, ben ça l'a retenu. Sylvie? Oui. À l'époque, il y avait de l'aide sociale. OK? Oui. Et à l'époque, encore aujourd'hui, une femme qui est monoparentale avec 5 enfants n'est pas dans la misère, là. Elle engrange à peu près 35 000 pas loin de 35 000 par année claire. Sans aucun frais de dentiste, de lunettes, etc. On n'est pas dans la misère, là. Parce que l'aide sociale existait. Ouais, mais avec des gars, il y a peut-être une présence masculine pour l'aider dans la maison. Là. Mais malheureusement, il faut se quitter, mais on donne une piste? Doc Mayo, aimeriez-vous donner une piste à Sylvie? Y a-t-il un lien là-dedans que c'était généralisé même encore aujourd'hui? Sylvie, avez-vous besoin d'une piste? Ça, c'est ma confiance en soi qui refait surface. Mais maintenant, je travaille. Ma mère et moi, on s'est dit pas mal de choses, puis on est dans la bonne voie. Je suis dans la bonne voie par rapport à mon propre respect, puis à la façon de me nourrir. Mm-hmm. Excellent. Merci beaucoup de votre appel. Merci beaucoup à vous deux. Bonne continuation. Au revoir. On va à la pause là-dessus. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco.
Ici, on a femme 48 ans. Elle dit avoir été adoptée par des parents qui n'ont pas été affectueux ni maternantes. Mère, on s'entend. Conséquence, gros manque de confiance en moi et aux autres, inquiet de tout et rien, peur de l'abandon, jalousie possessive du conjoint. Voilà. Pourquoi le démon et les des conséquences. enfants si c'était pas maternel? Pour faire comme les autres. Pour avoir un jouet, une catin. Hey, c'est incroyable quand même. Hein? Ouais. C'est pas rare. Ouais. On va aller au téléphone Pas parler toutes, avec pas toutes. Stéphane. Bonjour. Bonjour, M. Maillot. Bonjour, José. Stéphane. Oui, moi, je suis de Québec, mais je viens de Trois-Rivières, dans votre coin, M. Maillot. Oui. Moi, essayer de faire une histoire pas trop longue, parce que c'est assez long quand même, là. Moi, mes parents sont divorcés. J'avais 1 an et demi, j'étais à la couche. Oui. Mon père, c'est sûr qu'un garçon 1 an et demi est aux couches. Ça, c'est à peu près certain. Puis là, ben, c'est ça. Moi, j'ai été placé dans des familles d'accueil jusqu'à l'âge de 11 ans, mais l'été, on allait passer les étés sur nos parents. Oui. Je restais sur mon père, puis la fin de semaine, j'allais sur ma mère. Ah oui? Mon père, c'est un homme qui était maniaco-dépressif. Vous l'avez, lui, à un moment donné, dans le divorce, il a menacé ma mère de la mort parce qu'elle voulait partir avec les 4 enfants. Puis, suite à ça, ils ont donné un rendez-vous à l'hôpital, voir un psychiatre, puis le psychiatre, c'était vous. Puis, je vous en ai voulu une partie de ma jeunesse parce que je comprenais pas trop pourquoi. Vous l'avez posé la question, pourquoi, c'est quoi qu'il a fait de mal, puis là, lui, il vous a dit qu'il a menacé sa femme de mort, nanana. Vous l'avez envoyé en psychiatrie à Joliette. Il s'en est sorti après 1 an. Puis, il n'était pas de notre secteur. S'il était envoyé en psychiatrie à Joliette, il n'était pas de notre secteur. Oh, oui, on a tout le temps habité à Quai-de-la-Madeleine, monsieur. Ben oui, mais j'ai jamais envoyé personne à Joliette, l'aurait pas pris. Ben, en tout cas, mon frère, OK. c'est pas grave. OK, continuons. Mais c'est ça, son chemin, c'est À Shawinigan, c'est possible. À Joliette, c'est virtuellement. En tout cas, il l'aurait pas pris. Continuez. Puis, c'est ça. Ben là, moi, j'ai été élevé une partie de ma vie par lui l'été. Puis, chez mon autre frère, parce que les 2 autres plus vieux étaient avec leur mère. Puis, à un moment donné, dans ma jeunesse, a fait que je prenne comme la place de ma mère chez nous, parce que mon père, il travaillait tout le temps. Puis, il était pas capable de rien faire, même chez eux, il travaillait dans son garage. Fait qu'il a fallu qu'à partir de 7 ans, que je m'occupe de mon frère et de mon père pour la maison, le ménage, faire les repas, puis et tout. OK? Oui. Et à un moment donné, c'est ça. Quand que je me suis mis un peu à vieillir, ben là, j'en revenais à l'école. Là, je restais chez eux à temps plein, puis que j'étais pas bien chez nous parce qu'ils me battaient. Ils me battaient, puis ils m'abusaient. À plusieurs reprises. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme une révolte, puis je l'affrontais. Je faisais exprès d'arriver en retard. Et là, lui, ça me mettait en maudit, parce que j'étais pas là pour faire des repas. J'arrivais en retard, puis là, il se disait, je vais manger tard. Fait qu'il y a une cinquantaine de volée. Puis moi, ben, à un moment donné, quand j'arrivais en retard, puis là, il était occupé, j'allais le chercher pour une fois que la volée. T'sais. Mais ça m'a tout ennuyé dans mon cheminement, partout où j'ai passé. À l'école, si j'entendais crier un prof après un élève, même si c'était pas moi, ou dans le temps, c'était la mode qu'on fait ses élèves, pas tous les profs. Stéphane, il y a quelque chose qui m'interpelle dans votre affaire. Vous avez été placé en famille d'accueil jusqu'à 11 ans? Oui. Puis, mais là, il y a eu des arrêts. Là. Il y a eu 2-3 familles d'accueil. Puis entre 2 familles d'accueil, on allait rester soit dans un centre de dépannage ou sur un des parents. Ah, ouais. OK, continuez. C'est une drôle d'histoire, ça. Continuez. Oui. Oui. Puis là, ben, c'est ça, en vieillissant, j'ai eu le problème que, vu que je me suis tout le temps fait crier après, puis fessé par mon père, que son cerveau était dans ses bras de 22 pouces. Quand que j'étais à l'école, quand un prof faisait un élève ou lui criait après, je n'ai hors de moi, je voulais le défaire. Fait que ça m'a tout le temps ennuyé dans mon... Puis partout où j'ai passé, que je travaillais du monde, puis qu'il y avait d'injustice, ou quelqu'un criait, ou le boss était agressif, ben, je sacrais mon camp avant de m'embarquer. Fait que, en gros, là, c'est ça. Puis, c'est un peu ça. En gros, mon démon, c'est mon père, puis un peu ma mère. Mais surtout mon père. Oui, mais si votre père... Écoutez, comment ça se fait
que lorsque vous alliez chez votre père, vous n'alliez que les fins de semaine chez votre mère? Alors que vous étiez tout jeune? Elle vivait avec son nouveau chum après le divorce, puis lui, c'est un gars de commerce, puis elle avait des commerces. Fait que, elle voulait absolument garder les cartes quand elle a connu ce gars-là. Oui. Mais lui, il a dit, je peux pas, écoute, je suis dégoûté. OK. Fait qu'il a pris rien que les deux plus vieux. OK. Deux, il était d'accord, mais pas pour les autres. OK. Pardon? Il dit, il était d'accord pour deux, pour accueillir deux, mais pas d'autres. Oui. Vous avez quel âge, Stéphane? Là, je suis rendu à 49 ans. 49 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans quelle sphère vous œuvrez? Ben là, moi, je suis chauffeur de taxi à temps plein. Oui. Parce que j'aime parler au monde que je fais ce métier-là, mais j'ai fait comme 56 métiers. Oui. Ouais. Et vous, financièrement, vous en tirez comment? Très, très bien, monsieur. Je me suis gâté pour mes 49 ans que j'entreprenais mes 50. Je me suis acheté une belle Mercedes. Grand bien vous fasse, Stéphane. Merci d'avoir beaucoup. appelé. Merci de nous avoir parlé, Stéphane. Bye. On a quelqu'un qui a besoin d'aide. Elle dit, je suis alcoolique, je ne peux plus reprendre le dessus. Je me mens à moi-même. J'ai fait 3 thérapies, des semaines intensives. Je ne trouve pas l'aide nécessaire. Je suis diagnostiquée personnalité limite. Encore là, je n'ai pas de suivi. Enfin, je suis désespérée de moi-même. Plus de confiance, pas d'estime de moi. Oui, l'alcool peut être un démon. On ne se le cache pas, là. La drogue, la dépendance à l'alcool, c'est pas toutes les personnes qui prennent de la boisson qui deviennent dépendantes à la boisson. C'est pas toutes les personnes qui prennent du pot qui sont dépendantes au pot ou aux amphétamines. Alors, oui, l'alcool peut être un démon. Et c'est pas évident. Et vous savez, je recommande aller dans les rencontres de groupe. Alcoolique Anonyme a fait ses preuves et demeure une formule gagnante qui a aidé, gagnante pour beaucoup d'adultes. On va aller à la pause. Au retour, ça va être notre dernier segment d'émission. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Question de la part d'une auditrice. Jusqu'à quel âge on considère qu'un enfant, garçon, doit être materné afin que la base soit solide? Le père est décédé lorsque le garçon avait 10 ans. Je suis très inquiète pour lui. Son père s'est suicidé. Bref, j'ai peur qu'il fasse pareil. Il est mêlé et abandonne tout ce qu'il commence. Bon. Maternage chez les garçons, à peu près équivalent à celui, à peu près, dans les grandes lignes, des fillettes, jusqu'à 7-8 ans. Et à partir de 7-8 ans, graduellement. Tu sais, l'histoire de couper le cordon brutalement, là, ça ne fonctionne pas, ça. Il y a un lien maternel et les garçons ne sont pas un groupe uniforme. Il y a des garçons qui ont besoin d'être maternés beaucoup plus longtemps que d'autres, suite à leur trait de personnalité, à des handicaps, etc. Puis là, dans le cas du suicide de son père, la mère, il faut qu'elle soit plus présente? Ou... Ben, non, pas Pas nécessairement. plus. Pas nécessairement, ça dépend. Trouver un homme dans l'entourage qui est intéressé par le garçon. Qui va l'accompagner, qui va faire des choses avec, des activités. Alors, les garçons sont beaucoup plus activité oriented, sont beaucoup plus orientés vers l'agir. Faire des choses. En action. Oui, l'action. Et des actions masculines. Ici, on a homme 42 ans. Mon démon est mon syndrome post-traumatique qui me hante tous les jours. Je ne suis pas capable de rester seule quand mes enfants sont pas là. Je fume du cannabis pour me changer les idées et tuer l'anxiété. Le cannabis est la conséquence de mon démon. Je pense souvent au suicide et d'éliminer celui qui est la cause de mon choc post-traumatique. Bon. Alors là, le démon, celui qui est la cause du choc post-traumatique, le syndrome post-traumatique n'est pas le démon. C'est une conséquence qui a été causée par quelque chose. On ne sait pas quoi. Et le cannabis n'est pas le démon. C'est la conséquence du choc post-traumatique. Ça peut, dans certains cas. Drogue et alcool peuvent être la conséquence. Là, il pense éliminer celui qui a causé son choc post-traumatique. Bon, alors,
là, il y a peut-être un démon quelque part qui est le désir éliminé. Puis je vous encourage pas de le faire, là, parce que vous pourriez augmenter vos problèmes, dépendamment des circonstances. Faire de la prison, possiblement, aussi. Ben, écoute... Ici, on a mes pires démons. Encore là, vous allez réagir, là. Mes pires démons sont l'automutilation. J'ai 35 ans, je me bats tous les jours pour ça. J'ai cessé il y a 3 mois. Après une thérapie de 6 mois, j'ai commencé vers l'âge de 4-5 ans. Je souffrais d'être mise de côté par mes parents car je suis le mouton noir, étiquette difficile à porter depuis 30 ans. C'est une femme. Oui. Alors, vos gestes automutilatoires ne sont pas vos démons. Ce sont des conséquences de démons qui sont cachés, repliés en vous. Alors, 4-5 ans, mouton noir, dépendamment de comment ça s'est passé, ça peut être assez laid. Et ici, on a, pour ma part, je prends actuellement des antidépresseurs suite à épisode d'épuisement professionnel et présentement, je suis dans la séquence de sevrage et j'ai hâte de ne plus avoir cette maudite garnotte-là. Bon, ça c'est autre chose. On verra. Mais là, ça peut-tu être l'épisode d'épuisement est dû à... Bon, alors remontons un peu au niveau de la genèse. Et on pourra trouver la réponse. Je vous coupe le sifflet. Oui? Okay. Non, c'est correct. C'est parce qu'il nous reste genre 15 secondes d'émission. Merci beaucoup, Benjamin, à la mise en onde. Doc, merci beaucoup. Merci. Merci à Eric qui nous a téléphoné pendant l'émission. Eric Martel, également très apprécié. Oui. On se donne rendez-vous demain. Bye-bye tout le monde. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.